Salut et merci à vous tous qui regardez Vox Africa en ce moment. C'est ActuNet qui démarre et chaque semaine, c'est notre magazine Tech en Afrique. Découvrez le menu de cette édition et on se retrouve juste après. ActuNet s'intéresse aujourd'hui à une tendance qui prend de l'ampleur en Afrique. Il s'agit de la suspension des réseaux sociaux par les gouvernements. Pour en parler, on reçoit Jean-Pierre Boep. Il est le fondateur de Waizo Technologies et s'intéresse à tout ce qui touche à Internet en Afrique. TIC Job vous présente le métier d'ingénieur à réseau et on en parle avec Bill et Francis René. Et dans Avenir, on vous donne rendez-vous pour le Pitch Hub Africa qui fait escale à Yaoundé le 6 avril prochain. Bon retour sur ce plateau. Démarrons comme cela est des traditions par les informations dans le secteur des TIC qui méritent d'être retenues durant cette semaine. La revue du web, c'est avec Steve Gabengena. Salut à tous. Cette semaine, la revue du web nous amène au Tchad où le fournisseur d'accès à Internet Prestabis a signé une convention de partenariat avec l'entreprise 3OB pour booster ses capacités. Nous ferons ensuite escale au Sénégal où le régulateur des télécommunications annonce avoir été saisi pour statuer sur l'acquisition de Tigo par Wari. Au Tchad, le fournisseur d'accès à Internet Prestabis a requis l'expertise du fournisseur mondial de connectivité par satellite O3B Networks. Les deux entités ont signé un partenariat qui permettra au fournisseur Prestabis d'améliorer ses capacités data et de fournir aux domiciles et aux entreprises un meilleur accès à Internet haut débit. Au Zimbabwe, le fournisseur de connectivité Internet à très haut débit Liquid Telecom a entamé un vaste chantier de déploiement de 1600 km de fibres optiques supplémentaires dans les régions sud et est du Zimbabwe. Ces travaux permettront à terme d'interconnecter 15 villes situées dans ces régions du pays, où la demande en connectivité est énorme, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Selon l'opérateur, ce haut débit par fibre optique garantira aux particuliers un accès à divers services à valeur ajoutée, comme la vidéo en streaming ou les appels vidéo sur IP. Au Sénégal, les autorités reconnaissent finalement avoir été saisies pour statuer sur l'acquisition de Tigo par Wari. Selon le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP du Sénégal, Abdou Karim Sall, ce dossier est déjà en cours d'examen au niveau du régulateur des télécoms. Le 10 février dernier, le directeur général de l'ARTP avait refusé de se prononcer sur la fusion des deux entreprises annoncée le 7 février dernier, au motif qu'à ce moment-là, il n'avait reçu aucune correspondance officielle de Tigo lui parlant de son intention de céder ses actifs à Wari. Achevons cette revue au Burkina qui a reçu 20 millions de dollars, soit 12,4 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour la numérisation de son administration. Il s'agit en fait d'un accord de prêt qui devrait permettre au pays de financer son projet e-Burkina qui vise à implémenter dans le pays une administration électronique. Selon le gouvernement, au terme de ce projet, le e-Burkina devra améliorer la capacité et l'utilisation des TIC par les administrations et les agences publiques à travers la fourniture d'informations et des services électroniques, la promotion de l'entrepreneuriat dans l'économie numérique. Voilà, Annie, c'est ici que prend fin cette revue du web. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Notre point focal s'intéresse aujourd'hui à une tendance qui prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique. Il s'agit de la suspension des réseaux sociaux par les gouvernements. Pas moins de 20 pays ont été touchés durant ces 2 dernières années, comme pour dire que ces modes de communication donnent du tournis à certains chefs d'État africains. La situation dans ce reportage. Décembre 2016, 48 heures avant la fin du mandat du président Joseph Kabila, les autorités de la République démocratique du Congo demandent explicitement aux opérateurs de téléphonie mobile de couper l'accès aux réseaux sociaux. Ce qui n'est pas une première puisque 1 an plus tôt, l'opération avait été expérimentée suite aux manifestations anti-gouvernementales qui secouaient alors le pays. Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype ou encore Google+, se révèlent être de vraies tribunes d'expression avec des portées qui dépassent les frontières nationales. Que ce soit en Égypte, au Mali, au Gabon ou en Gambie, les réseaux sociaux sont devenus plus encore en temps d'élection un porte-voix pour la jeunesse africaine et un casse-tête pour les dirigeants. Si le gouvernement gabonais, jouant au chat et à la souris avec les internautes, a refusé d'assumer officiellement une interruption des réseaux sociaux, accusant l'opposition de saboter les installations, les réseaux sociaux ont été particulièrement perturbés pendant la crise post-électorale. Le Tchad a passé plus de 3 mois sans réseaux sociaux. En avril 2016, après la réélection contestée du président Déby, Facebook, WhatsApp, Twitter, Viber, tous les réseaux sociaux sont intégralement coupés. La coalition Trop c'est trop dénonce, l'État nie en évoquant une panne technique.
En mars dernier, à la veille d'une élection présidentielle qui s'annonçait très tendue, c'est le gouvernement du Congo qui coupait les réseaux sociaux. On pourrait évoquer le cas du Maroc, de l'Algérie ou encore de l'Éthiopie, où les réseaux sociaux ont été interrompus pour des raisons diverses durant l'année 2016. Et comment ne pas parler de la menace à peine voilée du ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, Bruno Koné, qui en janvier affirmait que l'État ivoirien a les moyens de bloquer Facebook, avant d'ajouter que la liberté de communiquer à travers Internet ne doit pas conduire à un désordre. Cas récent et plus radical, le Cameroun, où depuis plus de 50 jours, les deux régions d'expression anglaise et en proie à des revendications sociopolitiques sont carrément privées d'Internet. Même la campagne retentissante Bring Back Our Internet lancée sur les réseaux sociaux et soutenue par des influenceurs du monde entier n'a pas fait plier le gouvernement camerounais. Un accès facile aux réseaux sociaux qui va aller en s'accélérant au vu des coûts de plus en plus abordables des smartphones et de l'introduction de l'Internet haut débit dans plusieurs pays africains. Alors, comment faudra-t-il redéfinir les relations entre les citoyens et les États sur un continent qui compte aujourd'hui plus de 200 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, avec des cas comme l'Égypte où 35% de la population est connectée sur Facebook? Comment redéfinir le vivre ensemble, garantir la paix et la sécurité dans le monde digital? Je reçois pour en parler Jean-Pierre Boep. Il est le fondateur de Waizo Technologies et s'intéresse à tout ce qui touche à l'Internet en Afrique. Alors Jean-Pierre Boep, merci d'être sur ActuNet aujourd'hui. Merci Annie. Alors dites-moi un peu, est-ce que vous avez constaté comme nous, on l'a vu dans le reportage, que les États africains sont de plus en plus frileux en ce qui concerne les réseaux sociaux? Ouais, je pense que depuis un moment déjà, tout le monde l'a constaté et c'est normal aussi. Qu'est-ce qui rend cela normal? Parce que les États de plus en plus, les gouvernements africains de plus en plus se rendent compte qu'ils sont un petit peu largués par rapport à cette grosse tendance des réseaux sociaux qui s'est développée en Afrique sur les 4-5 dernières années. Et parce qu'ils n'ont pas pris un peu le train en marche au même titre que les populations et parce qu'ils n'ont pas su développer de réelles politiques en adéquation avec cet univers-là. Aujourd'hui, la grogne sociale, entre guillemets, le fait que de plus en plus de personnes soient connectées, de plus en plus de personnes prennent la parole sur ces espaces-là, inquiète bien évidemment. Mais on a l'impression qu'après les événements en Tunisie, en 2011, en Afrique du Nord, on n'a pas pris toute la mesure puisque la plupart des sanctions tombent il y a 2-3 ans, la plupart des coupures, des suspensions des réseaux sociaux, il y a 2-3 ans. Pourquoi il y a cette sorte de frilosité qui est de plus en plus active? Est-ce que ça va être il faut s'attendre à cela dans les années à venir? Ça va être une tendance? Le printemps arabe a un peu surpris tout le monde. Ce n'était pas quelque chose auquel on s'attendait forcément. C'est vrai que les mouvements de grogne qui ont commencé sur les réseaux sociaux se sont déversés dans l'espace public et ont créé ce que nous connaissons tous, n'a pas pour autant inquiété, on va dire. Mais aujourd'hui, on sent une frilosité grandissante parce que entre le printemps arabe et maintenant, le nombre d'utilisateurs sur ces réseaux va croissant. La qualité des prises de parole va aussi grandissant et cela tend véritablement à mener, en tout cas chez les gouvernants, le spectre donc, de cette révolution tunisienne, vous l'avez dit, à ne pas pouvoir se répéter. Et donc on arrive, que ce soit en RDC dernièrement avec la fin du mandat de Kabila ou au Congo, pendant les élections présidentielles, ou au Gabon, pendant la crise post-électorale, à ces schémas systématiques qui amènent à couper les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, si on est stratège et qu'on a un État à conseiller, est-ce que ce serait la solution? Absolument pas, ce n'est pas la solution. Je veux dire, Internet, par définition, est un média qu'on ne peut pas brider, qu'on ne peut pas fermer ou empêcher d'exister. Et par conséquent, il faudrait que les gouvernants ou les États puissent comprendre que ça fait partie d'une mécanique sociale. C'est partie intégrante de la vie aujourd'hui des peuples. Et par conséquent, il faut plutôt définir des stratégies et des politiques qui puissent faire en sorte que le gouvernement et les États puissent être sur ces espaces pour à la fois écouter ce que les populations ont à dire, mais aussi, dans une certaine mesure, pouvoir
dire ce qu'on attend, pouvoir mener le travail qu'on attend d'eux, c'est-à-dire un travail de sensibilisation, un travail d'éducation et aussi un travail de clarté sur l'action de l'État. Visiblement, parce que tout le monde n'a pas accès aux différents médias traditionnels et les Internet et les réseaux aussi sont un média déjà beaucoup plus moins cher et où tout le monde peut avoir accès et on attend aussi que l'État soit présent là-dessus. Et avec l'arrivée de plus en plus grandissante des smartphones, il faudra s'attendre à ce que les gens soient de plus en plus connectés. Donc la solution, c'est qu'ils puissent rendre visibles leurs actions publiques. La solution, c'est ça. La solution, ce n'est pas de fermer à tout va lorsqu'il y a une crise. La solution en amont, c'est de définir déjà une vraie politique de déploiement de l'action gouvernementale sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment un spectre large à différents niveaux. Ce n'est pas simplement lorsqu'il y a une crise qu'il faut chercher le bouc émissaire sur les réseaux sociaux, mais c'est aujourd'hui comprendre que anticiper les crises éventuelles, anticiper les problèmes éventuels, c'est en amont être présent, établir l'action de l'État, comme je le disais tout à l'heure, et communiquer, entrer donc en discussion avec les populations. Mais l'une des choses reprochées par exemple par les États, si je prends le cas du Cameroun, où il n'y a pas Internet dans la zone, dans 2 régions du pays depuis plus d'1 mois maintenant, parce qu'il y a eu des remous sociopolitiques là-bas, et l'État, comme solution face à la crise qui perdura, a décidé complètement de couper tout Internet, même pas seulement les réseaux sociaux. Et on reproche, par exemple, d'utiliser Internet pour distraire les gens, pour les actes de subversion, de ne pas être très responsable sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment réguler un secteur comme celui-là? Est-ce qu'on peut maîtriser l'utilisation que les gens en font? Alors, ça dépend et c'est à plusieurs niveaux. Comme je le disais, réguler, essayer de maîtriser dans le sens d'un contrôle strict n'est pas la bonne chose à faire. Aujourd'hui, je pense que l'État du Cameroun, un petit peu largué, ne sachant pas trop quoi faire, a décidé comme solution temporaire, et c'est ce qu'ils disent pour l'instant, de bloquer et le temps de trouver véritablement une solution. Mais je pense que par définition, comme je disais, ce sont des espaces qu'on ne peut pas fermer de manière pour le long terme. Et donc, par conséquent, il faudra tôt ou tard réouvrir. Et lorsqu'on va réouvrir, les gens vont toujours continuer à parler. Donc, face à cette problématique réelle, il est plus intéressant lorsqu'on a une action citoyenne à mener, lorsqu'on a un gouvernement, de pouvoir véritablement laisser les gens s'exprimer et de pouvoir s'appuyer sur ce retour d'informations pour prendre des décisions. Merci beaucoup, Jean-Pierre Boep. Merci, Annie. Je rappelle à la suite de Jean-Pierre Boep qu'en Afrique du Sud, le gouvernement estime que la cybercriminalité ainsi que la propagation de fausses nouvelles prennent de plus en plus de l'ampleur et qu'il est temps de sévir. Le gouvernement sud-africain s'apprête donc à mettre sur pied un ensemble de lois régissant la vie sur les réseaux sociaux. L'économie des sujets qui ont fait jaser sur la toile, chaque semaine, c'est dans le tour du buzz avec Violetta Massoussi. Salut Annie, le chanteur franco-congolais Passy a beaucoup fait parler de lui après s'être montré agacé qu'une Française trouve que la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité. Le 25 février dernier, invité sur le plateau de Salut les Terriens en France, Passy n'a pas supporté les propos de Virginie Calmels, première adjointe au maire de Bordeaux qui, revenant sur les propos de Macron, estimait qu'elle ne comprend pas pourquoi la colonisation pourrait être un crime contre l'humanité. Rajoutant que le laisser croire est une insulte à des pieds noirs et à des harkis. Un amalgame qui n'a pas laissé Passy indifférent. Une vidéo qui a obtenu plus de 40 000 vues sur la chaîne YouTube officielle de l'émission et a été partagée et très commentée sur les réseaux sociaux. Disons que Passy était plutôt en forme ce jour-là, puisqu'il a rappelé à un policier français invité sur le plateau que 50% d'entre eux votaient le Front National. Il avait estimé que si le rôle de la police est important, des bavures comme celles perpétrées à l'encontre de Théo ou de Adama doivent être sanctionnées. Voilà, c'est terminé pour ce tour du buzz à une seule actualité. On se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Cette semaine, Demain l'Actu s'intéresse à une initiative qui vise à encourager l'entrepreneuriat féminin dans le secteur des TIC. Il s'agit de l'African Women in Tech, dont la 2e édition s'est déroulée en février dernier à Douala.
Salut Annie, demain l'actu revient sur la deuxième édition de l'African Week qui s'est tenue récemment à Douala. Une fois encore, il s'agissait d'encourager le genre féminin à entreprendre et à oser dans le secteur des nouvelles technologies. Après la première édition qui avait placé l'entrepreneuriat et l'innovation de la femme dans le numérique en première ligne, l'African Woman in Tech Startup, l'African Week, a à nouveau rempli le 25 février dernier à Douala. C'était à l'occasion de sa deuxième édition placée sous le thème « Culture numérique, la femme dans l'éducation et l'information numérique ». L'objectif était de rappeler l'importance d'une bonne culture en matière d'éducation et d'information numérique, de mettre en exergue les opportunités de création d'entreprises et d'emploi dans l'éducation et l'information numérique pour les femmes et les jeunes filles, et aussi les appeler à un sursaut dans l'entrepreneuriat innovante en matière de technologie. Je pense notamment que les forces comme l'État devraient accompagner cette femme à s'ouvrir, à s'affirmer, à pouvoir dire que de par mes compétences, je peux intégrer l'économie digitale. Parce que depuis des années, la femme camerounaise ou la femme africaine tout court, on sait qu'elle compte, on sait qu'elle pèse, mais on ne la voit pas toujours mise au devant de la scène. Il suffit de regarder les entreprises camerounaises, on va se rendre compte que très vite, les chefs d'entreprise ne sont pas femmes, mais on sait. Et on se tarde juste de dire que derrière un homme se cache une grande femme. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la femme camerounaise devrait sortir ses projets et compter sur Internet pour les diffuser et en tout cas pour se réaliser entre autres. D'un autre côté, le panel constitué des femmes présentées comme des modèles dans le domaine de l'éducation et de l'information numérique en Afrique a davantage voulu sensibiliser sur l'éducation que devraient avoir non seulement les femmes, mais tout le grand public une fois présent sur la toile. Aujourd'hui, particulièrement, mon apport particulier aujourd'hui est de pouvoir migrer aujourd'hui à une plateforme d'éducation aux médias proprement dite qui permet également de toucher cette sensibilité-là. Et ce sera pour les différentes catégories sociales qui existent au Cameroun. Parce que pour des enfants, par exemple, on ne les met pas sur Internet n'importe comment, on ne parle pas d'eux sur Internet n'importe comment. De la même manière, on ne peut pas parler d'un individu n'importe comment sur Internet ou alors propager des informations qu'on appelle généralement des fake news sans être passible de poursuite quel que soit le pays du monde. Pour l'association African Week, organisatrice de l'événement, cette deuxième édition aura une nouvelle fois placé la femme au centre des initiatives numériques de manière à les pousser à entreprendre davantage un peu plus. Ce qu'on doit retenir, c'est que le plus important, c'est de savoir qu'il y a quand même des femmes qui sont venues. Ça veut dire qu'elles trouvent de l'intérêt dans ce qui est dit et elles se reconnaissent dedans. Et à travers le panel riche qui est venu également aujourd'hui partager leur expérience, je pense que celles qui sont venues, quand elles rentreront, vont changer leur façon de voir ou alors auront envie de se lancer dans le numérique dans l'avenir. Après cette seconde édition, la troisième édition est désormais en vue et permettra de faire une sorte de bilan sur l'implication progressive ou non des femmes dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication. Cette semaine, dans TIC Job, on vous présente le métier d'ingénieur réseau. Dans la plupart des cas, il allie les compétences dans deux domaines, l'informatique et les télécommunications. De manière globale, son travail consiste à couvrir les réseaux locaux et distants. Par ailleurs, c'est lui le responsable de bonne performance du réseau et il organise et définit les procédures. Pour en savoir plus sur ces métiers, nous avons rencontré Bilé Fabrice René. Je suis Bilé René Fabrice, ingénieur télécom, ayant fait du réseau informatique, des formations réseau informatique. Être ingénieur réseau informatique, ça consiste à travailler dans une entreprise où on fait des interconnexions entre plusieurs ordinateurs, en utilisant aussi des équipements de réseau tels que les switches, des routeurs, tout dépendant de la configuration à mettre en place dans l'entreprise. Pour être ingénieur réseau informatique, à la base, il faut être scientifique, il doit avoir un bac C ou D, avoir une formation en BTS, réseau par exemple, avoir une formation en maintenance informatique
et surtout complété par des certifications en réseau informatique. La réalité du métier, c'est déjà d'être ambitieux, trouver un bon job, trouver un bon emploi. Bon, si on ne trouve pas un emploi, c'est de s'auto-employer. Par exemple, aller vers des espaces tels des cyber, cafés, proposer des services. Voilà. Ne pas se limiter à non, j'ai pas un job et tout, bref. C'est d'être ouvert en fait. Côté rémunération, je pense que le métier nourrit bien son homme. Le métier, c'est-à-dire le mec qui sait entreprendre, le mec se sent bien dans ce métier. À ceux qui veulent se lancer, je dirais de croire en eux-mêmes. En une phrase, croire en eux-mêmes. Ouais. Et de toujours se former. Croire en lui-même, toujours se former. Pour parler des difficultés lorsqu'on exerce déjà en tant qu'ingénieur réseau, c'est déjà peut-être ne pas dormir parce que c'est un métier il y a beaucoup de stress dans ce travail, de pouvoir être capable de gérer la pression du travail et toujours être alerte, avoir une éveil technologique, toujours être informé de ce qu'il y a de nouveau, de ce qu'il y a à faire, de pouvoir répondre aux besoins du client. Ça, ce qui est en termes de difficulté, parce qu'il y a plusieurs configurations, pour avoir plusieurs configurations. Déjà, les configurations ne sont pas forcément les mêmes. Il faudrait être capable de répondre aux besoins du client. Ouais. Dans l'adaptation, gérer le stress, voilà. Et surtout être sportif. Parce que ça marche, ça court dans tous les sens, être ingénieur réseau. Ça court dans tous les sens, pouvoir se réveiller le matin, être apte à bouger dans tous les sens. Parler de défis en termes de réseau informatique, c'est d'être capable de pouvoir muter un réseau en fait. Pour un administrateur, un ingénieur réseau, c'est de pouvoir sortir son réseau, de pouvoir muter son réseau, quoi, donc le transformer en quelque chose de plus grand. Toujours savoir comment l'adapter en fonction de la situation qui se présente, savoir comment ne pas faire surtout tomber son réseau, parce que le réseau, c'est la source, oui, de l'entreprise. Démarrons à venir le rappel de quelques rendez-vous dans le secteur à ne pas manquer avec ce Pitch Up Africa qui débarque à Yaoundé au Cameroun le 6 avril prochain. L'événement qui aura lieu dès 10h à l'hôtel Montfébé offre aux porteurs de projets l'opportunité de réaliser leurs rêves. Les 3 meilleurs projets de chaque étape vont prendre part à la 5e édition du Up Africa à Casablanca au Maroc les 4 et 5 mai prochains. La caravane est déjà passée à Abidjan, Accra, Nairobi, Libreville et s'arrête donc à Yaoundé le 6 avril. Les projets sélectionnés à chacune de ces étapes se livreront à leur tour à une compétition baptisée Up Africa Awards, à l'issue de laquelle les 5 meilleurs projets africains intégreront la plateforme de crowdfunding à vue d'obtenir un financement. Les porteurs de projets seront ensuite envoyés en immersion en Chine ou à Singapour. Pour y prendre part, il vous suffit d'aller sur le site pitch.upafrica.co ou alors retrouver Up Africa sur les réseaux sociaux. Avenir vous amène aussi à Brazzaville où se déroule du 11 au 14 avril prochain le Salon international des technologies, de l'information et de la communication. L'association pratique et l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques du Congo qui organise cet événement font savoir que l'objectif est entre autres de valoriser les effets du numérique pour la croissance économique, créer les plateformes d'échange, améliorer la gouvernance et démocratiser l'accès à Internet. En guise de post du jour, et comme nous avons abondamment parlé des réseaux sociaux dans cette émission, je partage avec vous cette pensée de Umberto Eco, un universitaire érudit et écrivain italien, qui déclarait, je cite, « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui,
Ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel, c'est l'invention des imbéciles. Sûrement, vous n'êtes peut-être pas de cet avis. En tout cas, aujourd'hui, il faut bel et bien vivre avec les réseaux sociaux et la parole est donnée à tous au même titre. Passons à présent au chiffre du jour. Il est de 1,3 million de dollars, à peu près 805 millions de francs CFA, et c'est la nouvelle réévaluation faite par l'ONG Internet sans frontières en rapport avec la coupure Internet dans les zones anglophones du Cameroun. Une coupure qui dure maintenant plus de 2 mois et qui fait dire à l'ONG que c'est la plus longue coupure d'Internet jamais enregistrée. Entre-temps, la lutte continue sur les réseaux sociaux via le hashtag Bring Back Our Internet. C'est sur ce rappel que nous mettons fin à cette édition de ActuNet. Merci à vous tous d'avoir regardé. Restons en contact. Notre adresse mail est actunet@voxafrica.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Mais avant, je vous quitte sur cette vidéo. Il s'agit tout simplement de la présentation du tout nouveau Nokia 3310. Vous vous souvenez certainement de ce téléphone, l'un des plus robustes et les plus vendus par Nokia. Le 3310 sorti en 2000 s'est écoulé à 126 millions d'unités. Nokia vient donc d'annoncer au Congrès mondial du mobile à Barcelone qu'il va mettre sur pied une nouvelle version. Voilà qui plaira aux nostalgiques. Le résumé est réalisé ici par le site spécialisé Presse Citron. À la semaine prochaine.